Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. C'est comme beaucoup d'entreprises, que ce soit une PME ou une autre, en fait, tu crois en fonction de tes besoins, mais aussi en fonction de l'argent que tu as. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julie, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Eh ben ça va très bien. On est dans une bonne petite atmosphère post-café. Alors je n'ai pas de café, mais si j'arrivais discrètement à m'en faire couler un pendant l'épisode, ça serait vraiment bien. Et toi, de ton côté, tu disais, on le disait en rigolant, que tu es au naturel parce que t'es pas dans une salle. Là, il y a vraiment la machine à café, tout ça. On est vraiment comme dans un vrai break là. Ah oui. Je pense que j'ai les problèmes de toute personne dans une entreprise. Il n'y a jamais assez de salles de réunion, donc je n'en ai pas. Mais écoute, moi je pense que ça pose aucun problème et en tous les cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. On est très content, je suis très content moi de faire cet épisode dans ta compagnie. Et sans plus attendre, avant de rentrer dans le sujet de l'épisode du jour, moi je te laisserai volontiers te présenter Singular, ton parcours avant ça, parce que évidemment ça va avoir une importance assez clé pour aujourd'hui. Donc Julie, à toi le micro. Ok. Donc moi, je suis Head of People Development à Singular actuellement. J'ai commencé à travailler il y a 12 ans. J'ai commencé en tant que recruteuse tech. J'ai fait ça pendant 7-8 ans. Société de services, IT, finance. Et j'avais déjà envie d'évoluer vers d'autres fonctions et pas uniquement le recrutement, donc de faire le suivi des gens que je recrutais, notamment les aider à régler des problématiques qu'ils pouvaient rencontrer. Le problème du service, c'est qu'ils sont chez tes clients et que tu peux pas les gérer au quotidien de la même façon. Donc, après un peu de frustration, j'ai décidé de changer. J'ai toujours été très ouverte sur les secteurs d'activité dans lesquels j'allais, me disant j'apprends des choses. Donc, je suis partie pour aller en filiale SNCF. Donc, dans une PME composée d'agents SNCF et composée de salariés du privé. J'ai fait responsable développement RH pendant 2 ans. J'ai beaucoup recruté là-bas aussi également, mais j'ai aussi beaucoup appris, mettre en place un budget de formation, un plan de formation pour 100 personnes, gérer des gens au quotidien sur 3 sites différents, avec un environnement nouveau, du ferroviaire, gérer des agents. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, le public. Donc c'était hyper intéressant. Et puis on était une petite équipe et j'ai beaucoup appris en mise en place d'un service RH. Et ça m'a beaucoup servi puisque après 2 ans, j'ai eu envie de bouger, envie d'évoluer sur autre chose. J'ai rencontré Vera, la fondatrice de Singular, grâce à un ami commun, où Vera était à l'époque, en 2019, en train de faire sa levée de fonds, la première, la série A. Et dans le business plan, il y avait écrit « Il nous faut une recruteuse IT ». Et en fait, ça a été un match, pour être totalement transparente, mais genre parfait, pour les valeurs humaines de Singular qui me correspondaient, parce que je trouvais ça innovant d'avoir en start-up une femme fondatrice d'entreprise qui, dès le début, quand elle m'a contactée, à l'époque, ils étaient 25, se disait « Je vais avoir une RH ». Vous êtes combien maintenant ? On est 140 actuellement. Ouais, voilà. Voilà. Et puis j'avais déjà pour idée de toute façon de faire un peu ma vie, parce que recruteuse IT, ok, je l'avais fait, oui, je pouvais le refaire, mais je comptais bien faire autre chose à côté. Et donc j'ai rejoint Singular en février 2020. Comme beaucoup, ma timeline maintenant est liée au Covid, donc 1 mois et demi avant le confinement, où au bout d'1 mois, je suis devenue la responsable RH avec juste une stagiaire. Et tout ce que j'avais appris avant m'a beaucoup aidée. Pas uniquement le recrutement, mais du coup la mise en place d'un service, gérer des gens, sachant que par contre il y avait un truc que j'avais jamais fait, c'était travailler dans une entreprise internationale, parce que Singular a quand même une spécificité, c'est que c'est une galerie d'art en ligne qui vend à l'international des œuvres d'art, qui représente des artistes internationaux. Donc en fait, on vend dans plus de 100 pays, on a des artistes qui sont présents dans plus de 100 pays, mais à Paris, dans nos bureaux parisiens, les personnes qui gèrent autant les artistes, qui gèrent la vente, qui gèrent la livraison des œuvres,
sont principalement pas français. Et donc, on a 28 nationalités différentes au bureau. Et donc, je me suis retrouvée RH de plein de personnes, de plein de pays différents, au bureau, avec moi, à parler anglais au quotidien, ce qui m'était jamais arrivé, à gérer des problèmes que je n'avais jamais gérés de ma vie, genre la création d'un numéro de sécurité sociale, voilà, plein de trucs, faire des mails sur les impôts tous les ans pour les prévenir de oui, il faut faire ta première déclaration d'impôt. Je me disais, c'est pas RH. Donc, j'ai fait plein de trucs que j'avais jamais fait. Et là, on est dans une nouvelle phase parce que on est après la série B qu'on a faite l'année dernière en novembre de 60 millions d'euros, on a continué à grandir, etc. Et on a pu, on restructure l'équipe RH. Donc, on a une VP People qui nous a rejoint il y a 15 jours. Je délaisse le recrutement après 2 ans puisqu'on a une Head of TAM, qui est arrivée il y a 3 semaines. Et donc, moi, maintenant, mon nouveau poste, ça va être uniquement de gérer les gens une fois qu'ils sont dans l'entreprise, jusqu'à leur sortie. Yes. Et donc, tu fais partie de ces animaux rares qui traversent un peu les univers, qui ne vivent pas que en start-up, qui n'ont pas passé 40 ans de carrière à la SNCF et qui voguent d'un monde à l'autre. C'est vrai que je pensais pas que c'était possible, parce que pour être honnête avec toi, avant d'aller dans le ferroviaire, j'avais postulé à des startups. J'avais eu des no-go sur CV. Je m'en doutais, le profil, malheureusement, et on le sait, société de service n'est pas très bien vu. Donc, j'avais eu des no-go et je m'étais dit, c'est vraiment un monde à part. J'avais des amis qui étaient, mais elles avaient déjà le réseau, elles étaient connectées. Je sais pas, j'avais l'impression qu'elles avaient un langage que je n'avais pas, une posture que je n'avais pas. Et donc, je me disais, j'irai jamais. J'irai jamais, c'est pas fait pour moi. C'est un truc que je comprends pas. Ils ont des baby-foot. Voilà. Le monde étanche. Et donc justement, c'est tout le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Alors, vous le savez, je vais empiler les disclaimers. Hein. Ce podcast échange essentiellement avec des profils people du monde de la tech française plus particulièrement. Donc on est les deux pieds, les deux mains dans cet épisode. Moi-même, j'abuse beaucoup trop d'anglicisme comme tout un chacun. Après, je parle anglais à la maison, donc j'ai une petite circonstance atténuante. Ma compagne n'est pas française. Ceci étant, on sait que c'est des mondes différents. Donc, on voulait profiter un peu du parcours de Julie pour faire un épisode sur les idées reçues sur les startups, les différences d'un monde à l'autre, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et idéalement, ça servira tout autant à nos amis de grands groupes de PME qui se disent tiens, mais est-ce que je peux rentrer dans le monde startup ou est-ce que c'est un monde étanche dans lequel j'ai pas le droit d'aller, que à nos amis de startup pour avoir un peu une vision sur ce qui se passe ailleurs, quoi, dans les autres univers. Donc, qu'est-ce que t'en dis, Julie? On y va? Parfait. Ok, top. Reprenons un peu depuis ta vie pré-Singular, on va dire. En toute honnêteté, et je suis sûr que on se pardonnera le stéréotype, avant de rentrer en start-up, quelles étaient un peu les idées reçues, les images que tu te faisais, ce qui s'est avéré être vrai ou pas vrai après, mais en gros, c'était quoi les caricatures du milieu start-up que tu avais en tête? J'avais pour idée qu'il fallait avoir un certain type de diplôme parce que quand tu voyais les CV des gens en start-up, ils avaient fait des super écoles. Moi, pour être honnête, il suffit d'aller voir mon profil LinkedIn. Je n'ai pas fait une grande école. Je n'ai pas fait une grande école de commerce et une grande école d'ingé. Donc, je me disais, bon, déjà, j'ai pas le diplôme. J'avais l'impression qu'il fallait être méga cool parce qu'ils avaient l'air tous méga cool en Stan Smith. Alors, je porte des Stan Smith, mais je me disais, je suis pas méga cool. Et puis, j'avais l'impression que fallait avoir un certain type de parcours professionnel. Et que donc, si tu n'avais pas fait les bons stages dans les bonnes écoles ou dans les bonnes entreprises, dans les bonnes startups dès le début, tu n'allais jamais y rentrer. Qu'en fait, il n'y avait pas une possibilité, si tu n'y avais pas grandi, en fait, en quelque sorte, dès ton post-diplôme, pour toi d'y aller. Et que donc, ils n'acceptaient pas les personnes ayant des parcours autres à les rejoindre. Donc, des gens de grands groupes ou des gens de sociétés de services ou des gens qui n'avaient pas connu l'hypercroissance. J'avais l'impression qu'il fallait avoir connu l'hypercroissance pour pouvoir y aller. J'avais l'impression qu'ils cherchaient, un peu de l'entre-soi. C'était de l'entre-soi. J'avais l'impression que c'était un peu que des copier-coller.
que, en effet, il y avait beaucoup d'anglicisme. Alors, j'ai toujours utilisé un peu d'anglicisme, mais on le fait tous. C'est un truc. Moi, dans le ferroviaire, on me l'a reproché que j'utilisais trop des mots anglais. J'avais jamais fait autant une entreprise qui voulait utiliser que des mots français. Mais j'avais l'impression que les titres de poste ne voulaient rien dire. Je comprenais pas. Je savais pas ce qu'était une Chief Happiness Officer. J'ai jamais eu ça dans mes boîtes précédentes, une Chief Happiness Officer. Et je me disais, mais c'est quoi ce truc? Et j'ai lu, et je te l'ai déjà dit, mais j'ai lu 2 livres, moi, avant d'y aller. J'ai lu Startup Nation et j'ai lu Bullshit Job. Et en fait, j'ai lu des livres qui étaient contre la startup avant d'intégrer Singular, de toute façon que j'avais déjà signé mon contrat de travail. Mais en me disant, je veux pas justement donner l'image, je veux pas aller dans une entreprise qui m'accepte moi, avec un parcours différent, avec un anglais qui est plus que moyen. Donner l'image qu'on est dans l'entre-soi chez Singular. Donc, comment je fais? Et donc, du coup, j'ai plutôt lu des disclaimers. Et puis, vraiment, mes potes qui étaient en start-up, ils étaient sur Twitter, ils faisaient des soirées network, ils allaient à des événements. J'ai jamais connu les événements de ma vie. Ils me faisaient du name dropping tout le temps. J'étais censée connaître tous les patrons de boîtes des licornes françaises. J'étais comme ça, je suis complètement larguée, je ne sais pas de qui tu me parles, qui est cette personne. Ouais, j'avais la méconnaissance de ce milieu. Et j'avais, il y a eu l'époque où, quand tout le monde disait, ouais, que des baby-foot en start-up, il y a eu quand même une époque où les start-up avaient presque toutes des baby-foot et c'était leur photo sur Welcome to the Jungle quand même. Et je me disais, en fait, un baby-foot, même à la SNCF, il y en a un. Donc, en fait, désolé les gars, mais c'est devenu random, quoi. Et alors, attends, on va les prendre un par un quand même. Moi, j'ai trop envie de jouer avec toi là sur ce sujet-là. C'est des sujets qui me font beaucoup rire. Maintenant, avec quelques années au compteur chez Singular et du coup peut-être des connexions avec le milieu startup, sur ces points précisément, on verra après d'autres sujets. Si on est un peu honnête, qu'est-ce qui est un petit peu vrai et qu'est-ce qui est pas vraiment vrai et qui est pas si simple que ça ou qui est en fait complètement autre chose? Je vais te dire ce que j'en pense. Je vais mouiller la chemise, je vais pas faire semblant, hein, t'inquiète pas. Non, mais en fait, je pense que l'histoire des diplômes, elle est vraie suivant les startups et suivant les fondeurs. Donc, pour moi, ça dépend pas de la startup. Parce qu'en PME, tu peux avoir le même problème. Ouais, tu peux pas faire un lot startup, c'est pas vrai. Tu peux pas faire un lot. Et en fait, au départ, moi, j'ai fait un lot. J'ai imaginé que c'était toutes. Chez Singular, j'ai des fondeurs qui ont des super diplômes. On est dans le cliché. J'ai des head-off qui ont un super diplôme. Mais ils embauchent des gens pas liés à leur diplôme. Et je pense que j'ai choisi, moi, l'entreprise qui me correspondait. Parce que les diplômes, je regarde jamais. Mon équipe peut en témoigner. Quand je les ai recrutés, ils m'ont dit, t'as même pas regardé le diplôme qu'on avait fait. On est très fiers de notre diplôme. Oui, mais parce que c'est pas pour ça que je vous embauche. Mais je pense que oui, ça dépend des fondeurs. Si tu as un fondeur qui est d'une certaine école et qu'il a aimé son école et qu'il a apprécié son école, il va recréer ça. Moi, je pense que ça manque de diversité et que ça fait que de l'entre-soi et que ça manque d'une ouverture d'esprit. Mais c'est mon point de vue personnel. Je peux jouer avec toi là-dessus. Vas-y. 100% d'accord. Et je pense que c'est symptomatique d'un truc qui est plus profond, qui n'a rien à voir avec le milieu startup, qui a à voir avec une culture française, qui est une culture de l'élitisme. Où en fait, qu'on peut trouver en grand groupe, en PME, en startup, en ce que vous voulez. Vous allez dans quelques groupes du CAC 40, passer un certain niveau. Il n'y a plus que des polytechniciens, hein, on le sait très bien. En startup, il y a un peu de ça, avec des HEC, avec des profils de ce genre-là. Et effectivement, il y a un truc un peu français. Je vous renvoie au super épisode qu'on a fait avec Alison sur la culture anglo-saxonne de carrière qui est beaucoup plus orientée compétences qu'en France où on aime bien avoir des diplômes, des machins, des trucs comme ça. Mais effectivement, je pense qu'on peut être fier du fait de se dire qu'en start-up, c'est comme dans tous les autres types d'entreprises, il y a tout. Il y a des boîtes, je pense aux copains de Live Mentor où c'est super bien ce qu'ils font. Ils sont pas du tout orientés là-dessus. Typiquement, tout ce qu'a fait Alison dans ses différentes boîtes, etc. Donc, et Singular, comme tu le dis. Donc non, effectivement, c'est pas que start-up ça. Non, c'est pas que start-up. Les baby-foot, il n'y en a plus. Les baby-foot, c'est fini. C'est fini, hein. C'est fini, les baby-foot. Donc ça, c'est rassurant. Je mets un petit tacle là-dessus quand même. Ce qui a remplacé le baby-foot, si je suis un tout petit peu moqueur avec nos amis du milieu startup, parce que tu disais la photo baby-foot, ce qui a pris la place de ça, c'est la photo où on est plein à
soit dans un grand champ si on est vraiment plein, soit à station F si on est un peu plus petit. Mais si tu regardes Welcome to the Jungle, les photos c'est toutes les mêmes. Font ça. Alors nous, on va pas dans des avec champs. le sweat, avec Oui, on a le sweatshirt avec le nom marqué dessus. Ça c'est Oui, le nouveau truc. Ça c'est start-up à fond. Moi aussi, Ça, c'est à fond start-up. j'ai le suite. Et on fait une photo, mais on est dans nos bureaux. Oui, C'est on une a manière cette de photo-là. montrer qu'on est plein, Ouais, qu'on est content et tout. Il faut un joli sweat du coup. Et qu'on a un joli sweat. Après, ils sont jolis les sweats, mais bon, ça c'est un peu de tribalisme et un petit peu. Enfin, s'il y a un tout petit peu, je me jette à l'eau. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, il y a un petit peu de tribalisme, mais ça c'est pas très grave. Le biais qu'il y a quand même, si je peux jouer à ça, c'est, je pense que la photo où on est plein, ça crée une espèce de fausse croyance que le succès d'une startup, ça se mesure au nombre, et si c'est pas la taille de la levée de fonds, c'est le nombre de people, alors que moi je connais des tonnes de contre-exemples, je pense à des boîtes incroyables comme Lemlist, où au contraire, ils ont un chiffre d'affaires scandaleux en étant très peu nombreux. Donc il y a un petit côté taille de kiki, quoi, quand même. Hein. Oui, mais parce que c'est lié à l'hypercroissance, parce que ça c'est vrai, la start-up, tu as l'impression que le succès de la start-up, c'est en fonction des levées de fonds et de l'hypercroissance et du nombre de ton plan de recrutement sur l'année. Ouais, alors moi je suis de l'école, tu peux recruter moins mais mieux. Hein. Oui. Ou tu peux aider les gens de ta boîte à grandir aussi vite que la boîte au lieu d'en prendre plein de nouveaux. Mais c'est surtout qu'en fait, suivant les marchés, tu découvres que tu as des boîtes qui ont fermé et qui ont fait des licenciements économiques. C'est pas du tout un truc que j'ai su faire, j'ai jamais fait ça. Je ne veux pas savoir le faire. On vous le souhaite pas, effectivement. Moi, j'ai toujours trouvé que nous, on revoyait notre plan de recrutement tous les 3 mois en fonction du business. Et en fait, on n'a pas de problème à se dire que des fois, on n'est pas dans l'hypercroissance, que des fois, on y est. Et c'est la vie, et c'est comme beaucoup d'entreprises, que ce soit une PME ou une autre. En fait, tu crois en fonction de tes besoins, mais aussi en fonction de l'argent que tu as et de ta trésor. Point. Ouais, et c'est pragmatique, et faut arrêter de se dire, je sais pas, j'ai levé 100 millions, je vais recruter à tout va à des postes, et en fait, tu te retrouves avec des gens qui n'ont pas de vrai travail. Moi, je me suis toujours dit, et je pense que c'est ce qu'on a chez Singular, c'est moi, j'ai appris à recruter, mais toujours trop tard. Je scale trop tard. Mais par contre, j'ai toujours compris que je voulais recruter des gens pour qu'ils aient un vrai travail et qu'à la fin, ils aient une satisfaction à la fin de la journée d'avoir fait quelque chose. J'ai pas envie de recruter quelqu'un qui va se tourner les pouces avec un nom, un titre de job où on comprend pas derrière. Je pense que par contre, beaucoup de RH font comme moi. Et j'en ai beaucoup et discuté avec beaucoup de head-off, etc., qui m'ont dit, moi, je trouve que ma boîte, elle est bien parce que justement, elle est pragmatique et qu'on fait pas de l'hypercroissance tout le temps, tous les ans. Et que la course à l'hypercroissance n'est pas forcément un axe de réussite. Et donc ça aussi, c'est une idée reçue de penser que toutes les startups font ça. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Enfin, il y a, alors, je te donne mon avis un petit peu là-dessus. Il y a une couleur qui est forte, notamment si on compare le milieu startup avec d'autres types d'entreprises. D'une part parce qu'il y a tout ce qui dépend des levées de fonds. Et à un moment donné, on se met du côté des levées de fonds, qui est un sport qui est très start-up et qui est très peu présent dans d'autres types d'entreprises, il y a une règle qui est un peu logique, c'est que si les gentils actionnaires de la série B de Singular mettent 60 millions d'euros sur la table, c'est pas pour faire plaisir, c'est pour que Singular vaille beaucoup, beaucoup plus et le plus vite possible. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la croissance qui est financée par de la prise de participation, enfin par de l'equity, quoi, et versus lever de l'argent à la banque qu'on remboursera, qui crée un peu une certaine forme de vitesse qu'on va retrouver dans la plupart des startups qui sont financées. Mais après, toutes les startups ne sont pas financées par levée de fonds, c'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de startups qui sont rentables, qui bootstrap, et il y a aussi une autre réalité qui est que même dans les startups qui sont financées par levée de fonds, toutes les boîtes ne font pas de l'hypercroissance tout le temps. Et du coup, ça c'est pour un peu les levées de fonds, mais il y a pas mal de choses d'autres que tu as abordées. Qu'est-ce qu'il en est des autres sujets comme le name dropping, avoir le bon parcours et tout le reste? Où est-ce que tu en es maintenant 2 ans après? En fait, après avoir beaucoup discuté avec beaucoup de personnes différentes, parce qu'au départ, du coup, je connaissais personne, j'avais pas d'amis, si je puis le dire, mais j'ai discuté avec beaucoup de RH, donc oui, tu en as qui en sont à la 3e et 4e startup, mais en fait, tu n'as personne à un certain niveau de poste qui a fait que ça toute sa vie, à part un fondeur qui potentiellement est devenu un investisseur, qui devient quelqu'un qui investit dans des startups, etc., et qui a commencé ça il y a peut-être 20 ans, mais finalement, c'est assez rare, puisqu'on n'est pas sur une moyenne d'âge quand même très élevée en startup. Donc, c'est des gens qui ont tous vu des parcours avant. Donc, j'ai découvert, et ça m'a rassurée, qu'il y avait des gens qui avaient fait des grands groupes, de la grande distribution, des PME,
J'étais pas la seule, puisque j'ai du coup d'autres amis de sociétés de services qui, comme moi, sont en start-up aujourd'hui. Et en fait, j'ai discuté avec d'autres personnes qui m'ont dit, mais de toute façon, on n'a pas le choix parce que la start-up, c'est un petit monde, on n'est pas assez nombreux. Si on continue à juste chercher entre nous, dans nos entreprises mutuelles, à la fin, il n'y a plus rien. Enfin, c'est compliqué. Tu ne recrutes pas, tu ne trouves pas les gens. Donc, tu es obligé de toute façon de t'ouvrir l'esprit sur les parcours des personnes que tu qui intègrent dans ton entreprise. Puisque quand tu es dans une phase où tu as toutes les startups qui, en 2021, recrutent à mort, si tu cherches qu'en startup, en fait, tu as 10% du marché des candidats que tu peux contacter. Donc, c'est pas possible. Donc, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Et alors, c'est encore plus drôle que ça vu de ma fenêtre. Moi, ça me fait beaucoup rire. Ça, c'est l'éléphant dans la pièce. Ouais. C'est que le métier je vais dire des RH, hein, parce que on va pas dire VP People, mais en gros, une fonction People qui est vraiment senior, etc. en startup en France, c'est hyper récent. Oui. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est pas simple de trouver des profils qui ont fait moult startups? Parce que en 2016, les startups elles recrutaient pas ces profils-là. Donc il y a bien un ou deux, enfin plutôt une ou deux d'ailleurs, c'est beaucoup de femmes super talentueuses qui ont le parcours nickel chrome, mais alors elles se comptent sous les doigts d'une main. Et en gros, elles ont été. C'est pas que elles ont le bon parcours, c'est qu'elles ont eu la chance de tomber sur les quelques startups qui recrutaient des DRH. Et du coup, ce qu'on observe dans la vague là, à l'heure où on se parle en 2022, que moi je trouve fantastique, c'est qu'il y a de plus en plus de startups qui se disent ah, mais alors attends, ça serait quand même vachement bien d'avoir quelque chose qui ressemble un peu à un DRH ou une DRH. Du coup, il y a le réflexe startup de dire on va chercher quelqu'un qui l'a déjà fait pour la startup d'à côté, sauf que ça n'existe pas, ou il y en a peu. Et donc, un peu forcé, ils prennent des profils un peu différents. Et c'est là où il se passe quelque chose que je trouve génial. C'est que, tu me diras toi comment tu l'as vécu, mais il y a beaucoup de Julie de ce monde qui arrivent en startup en se disant oh là là, est-ce que je vais être à la ramasse, est-ce que c'est le futur, et qui se rendent compte ah ouais, non mais en fait, là il y a un petit peu de boulot les enfants, parce que vous n'étiez pas habitués. Alors je sais pas comment c'était côté Singular, et c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est-à-dire tu as des gens hyper talentueux qui viennent de grands groupes, qui sont capables d'aider des startups à structurer la fonction people parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Mais en fait, c'est comme tu recrutes, tu es dans une PME classique, tu recrutes quelqu'un d'un grand groupe, tu as toujours l'adaptation à l'entreprise. Est-ce que cette personne va s'adapter à faire de l'opérationnel et de la stratégie au même moment? Mais ça se pose pour n'importe quelle entreprise, en fait, demain, n'importe quelle petite entreprise qui doit croître rapidement. Moi, je sais que j'ai eu de la chance. Au début, je me suis dit, je vais être à l'armage, je suis toute seule. En plus, j'ai pris mon poste, j'avais un confinement. On grandissait à mort. Moi, je toi, tu as joué le jeu en mode difficile, hein, cela dit. Ah oui, mais au-delà de ça, j'avais de la chance. Hein. On n'avait pas d'activité partielle, on grandissait, on recrutait. Donc, je me disais, te plains pas. Néanmoins, j'étais comme ça, je ne sais pas faire. Enfin, je ne sais pas faire grandir mon équipe, je ne sais pas quand est-ce que je dois recruter, je me rends compte que je le fais toujours trop tard, donc je suis sous l'eau et je suis fatiguée quand je commence à chercher quelqu'un, donc j'aurais dû le faire il y a 6 mois. Et je vais faire du name dropping du coup, parce que ça c'est vrai, les gens en font, mais j'en fais aussi. Jessica Dornica, qui est déjà... je l'attendais. Une des personnes qui, pour le coup, est là depuis longtemps. Oui, mais en fait, elle m'a parlé de son parcours, elle m'a dit, mais t'inquiète, je l'ai vécu. Et en fait, elle m'a rassurée. Elle m'a dit, t'inquiète, je l'ai vécu. Elle me dit, oui, tu scales trop tard. La prochaine fois, tu sauras. Et elle me dit, dis-toi que s'ils te disent de recruter, il faut que tu les écoutes, il faut que tu y ailles, même si tu n'as pas l'habitude. Et en fait, on se voit régulièrement, des fois, à des events ou des apéros ou quoi que ce soit, bref. Et on se voit, et à chaque fois, en fait, elle me donne son retour. Parce que oui, elle en est à 3, 4, je ne sais plus. Et en fait, elle a cette connaissance-là parce qu'elle a acquis ce Rex-là. Mais au début, elle m'a dit, j'étais comme toi. Et elle me dit, c'est pour ça que j'ai créé une communauté RH, parce que justement, on était un peu à part, je me sentais un peu solo. Communauté qui, moi, m'aide beaucoup aujourd'hui. Et il y a encore pas longtemps, j'ai rencontré 2 RH de petites startups qui grandissent très vite lors d'un événement et qui m'ont dit, je suis complètement perdue, je sais pas quoi faire. Et là, je me suis retrouvée moi. Il y a 1 an. Et j'aurais dit, ouh, t'inquiète, je connais. On l'a toutes vécu. Et alors, ça me fait un peu le lien avec le name dropping, parce que tu l'as dit toi-même, tu name drop. Ça me donne. Je vais te dire un petit peu moi ce que je vois sur la pratique du name dropping, et tu me diras toi comment tu l'as vécu, si tu le veux bien.
Je pense qu'il faut comprendre que dans le milieu startup, il y a deux types de name dropping. Il y en a un qui est pas hyper cool, mais un qui est très très bien et qui cache quelque chose de plutôt joli. Celui qui est pas cool, c'est le name dropping classique qui est snob. Tu connais Oui, Xavier? Ah, moi je connais Xavier, ouais. Niel, tu dis pas le nom de famille, ça fait beau et tout. Jean de la Roche-Brochard. Enfin, tous les gens qui ont un prénom et pas un nom après, c'est hyper classe. Et il y a le truc qui, allez, coming out, qui moi me rend fou et qui m'agace, c'est sous prétexte que tu es dans le milieu startup, tu as l'impression que tu dois connaître tout. Et alors moi, je vais y aller, je passe, enfin c'est trop grand, je peux pas connaître tout. Tu connais telle startup? Mon Dieu, il y en a 20 000 des startups, je peux pas connaître tout. Oui, si je connais pas Ornicar, c'est un peu embêtant, ça donne un peu l'impression que je connais pas. On parlait de Jessica de Ornicar, c'est un peu bizarre, mais je peux pas connaître tout le monde, je peux pas connaître tous les incubateurs, tous les accélérateurs, les machins, c'est hyper touffu, quoi. ah ben moi c'était horrible au début parce que les gens faisaient que ça et j'ai fait des conférences en confinement avec d'autres RH, etc. Et tout le monde se connaissait. Et donc moi je prenais des notes avec les noms des gens et le nom des boîtes où bien sûr je ne savais pas les écrire parce que je ne les connaissais pas. Donc j'écrivais un truc, ça ressemblait à rien. Donc j'allais sur Google, je me disais bah, je vais jamais trouver cette personne qui soi-disant est génialissime. Mais en fait c'était et à la fin j'ai assumé parce qu'au début tu te sens un peu idiote. Enfin je me sentais idiote. Concrètement je me sentais idiote. Puis à la fin j'ai assumé, j'ai dit c'est qui, c'est quoi, ils font quoi. Et je retiens pas tout en fait. Il y a des RH maintenant que je connais, je retiens pas forcément leur entreprise, ce qu'elles font derrière. Je les connais parce que C'est je trop sais grand. qu'elles m'ont aidé sur un sujet ou sur un thème où on a discuté sur un sujet et sur un thème et c'était sympa et on s'est entraîné. Mais je vais pas retenir toutes les entreprises françaises. Et puis les changements d'une entreprise à une autre. Tu sais que Machine elle est allée là-bas ou elle a fait ci, elle fait ça. Mais non, en fait, je suis pas allée. J'essaie déjà de suivre 140 personnes au quotidien. Moi, je ne suis pas les parcours des autres dans les autres entreprises. Enfin, je peux pas. Et alors ça, tu vois, pour moi, c'est la partie snob, la partie toxique qu'on peut retrouver un Exactement. peu, et Mais qui est ça pour se moi, fait. ça Ça se fait, c'est vrai. c'est vrai, et ça c'est un vrai truc qui est pas hyper cool du milieu startup. T'as une partie qui est, je trouve, beaucoup plus positive, mais il faut arriver à comprendre la différence. Prenons Jessica de Hornicar, Jessica de Jeziri. Quand on name drop Jessica, quand Julie parle de Jessica, moi ça m'arrive hyper souvent. Là, j'ai parlé d'Alison Eastway, de Datadog. Pourquoi on fait ça? Et ça, je l'ai observé, et je sais pas si c'est conscient ou pas, mais en tout cas, je trouve qu'à la fin, c'est ça qui se passe. Le milieu RH, parce que là, c'est de ce dont Mm, on parle en mm. startup, il est tout petit et c'est pas beaucoup de monde qui galère. C'est super dur le milieu. Enfin, il y a l'hypercroissance, il y a machin, c'est super difficile. Et moi, ce que je trouve fantastique, c'est que la plupart des gens dans cette communauté-là, mais on va le retrouver dans d'autres communautés de growth, de choses comme ça, de product. L'idée, c'est de pointer toujours vers peut-être les premiers nœuds qui vont t'aider à dénouer la pelote. Quand on vous dit Jessica Jeziri, c'est que si vous ne connaissez pas Jessica, et que vous êtes en train de nous écouter, franchement, si vous commencez à tirer sur ce nœud-là, ça va vous aider beaucoup. Je Et c'est cite ça, énormément Judith Tripart de d'Obibi. Obibi maintenant, anciennement de First Salon. Et il y a quelques... Virgile Ringard, qu'on salue, Ouais. de Figures. Et il y a quelques personnes comme ça. Vous savez que si vous commencez par là, ça va vachement vous aider. En fait, moi, c'est maintenant, je fais du name dropping des premières personnes qui m'ont aidé. Antoine, qui est d'ailleurs là au bureau aujourd'hui, de France Digital, qui a été le premier à m'intégrer dans son Slack de France Digital parce qu'on avait créé le partenariat, où j'ai mis une question comme ça. Je crée des parcours de carrière, j'ai du mal. Quelqu'un peut m'aider? Christelle, de Mango Pellicci, à l'époque, les Ouais, deux étaient quelle IP. réunis, m'a dit, si tu veux, on s'appelle. Je me suis dit, ouais, j'ai jamais vécu ça. Et ça faisait déjà quand même 10 ans que je bossais en RH. Hein. C'était pas... Mais je n'avais, à part mes copines, je n'avais personne qui m'avait proposé ça. Christelle m'a sorti sa science, je prenais des notes. Je l'écoutais religieusement et j'étais Oui, comme parce ça. qu'elle Elle vient elle de sait me très sauver la bien vie. qu'il y a quelques années, elle était à ta place, comme ce que tu as Oui, dit avec les elle, jeunes. elle m'a littéralement sauvé la vie. Et j'ai refait ça une autre fois et c'est Jessica qui a répondu, qui un vendredi, m'a dit ah mais j'ai créé une communauté, tu veux la rejoindre, ça va t'aider. Mais je dis ça. Waouh, Mais génial! grave. J'ai eu aussi, mais le problème c'est que je connais que les prénoms, mais moi je retiens les prénoms. J'avais écrit Ignition Programme, qui est un Ouais. cabinet de recrutement spécialisé un peu en start-up. J'avais écrit à notre contact à l'époque en lui disant je voudrais rencontrer d'autres RH. Je suis sûre que du coup dans tes clients, tu en as peut-être qui ont les mêmes demandes que moi. M'a mis en contact avec notamment Émilie d'Anciennement et de Travaux. Avec Émilie, pendant presque un an, on a eu un café mensuel à 14 heures où on s'entraidait. Et Émilie m'a fait découvrir Judith d'Obibi à travers sa propre communauté à elle. Aujourd'hui, il y a un truc qui est vrai, c'est que je ne saurais plus fonctionner sans ces communautés-là. Et d'ailleurs, dans ma boîte, ils sont au courant, ils me disent, en fait, si on a une question, on va demander à Julie, parce que Julie est la communauté RH en start-up, ce qui n'existait pas, et ça c'est vrai. De mon point de vue,
dans d'autres secteurs d'activité, j'ai découvert une communauté, mais qui est on ne peut plus bienveillante, qui m'a aidée au quotidien sur toutes mes problématiques et qui m'aide encore aujourd'hui. Comment j'ai rencontré Virgile de Figures? Un jour, c'est apparu sur un Slack comme ça. Oh, ça a l'air trop bien. Virgile. Et en fait, cette communauté-là m'aide au quotidien. Et maintenant, c'est devenu un truc récurrent au bureau. C'est Julie, on a une question, on voudrait que tu la poses au RH pour savoir ce qu'elles font. Alors, telle boîte, ils font ça, telle boîte, ils font ça. Du coup, on pourrait faire ça. Et ça, tu vois, c'est un super. Moi, je j'ai pas le droit d'être dans ces communautés. Je suis pas DRH, donc, mais je sais que c'est des super communautés et je connais plein de monde qui est dedans. Mais tu vois, c'est un très bon exemple, je trouve, pour le coup, ce qui est une idée reçue sur le milieu startup. Si on pourrait croire que l'entre-soi, c'est un truc où on est entre cool kids et que tu pourrais avoir tous les RH qui disent ah bah Julie, est-ce qu'elle est assez cool pour faire partie du club? Et c'est pas du tout ça qui se passe. C'est qu'en fait, dès que tu connais les bons noms, on se rappelle, on se dit ok, Julie, bienvenue. C'est difficile comme tout le monde et viens, on se serre les coudes quoi. Et il n'y a pas de jugement d'a priori. Parce Jamais. que, Ouais. au début, moi, quand j'y suis allée, j'avais l'impression d'être une débutante. C'est mon premier job. Je vais me faire juger. Et en fait, pas du tout. J'ai beaucoup d'entraide. J'ai découvert des super aussi, comme l'idée à Pacte. J'ai pas souscrit pour le moment, mais je suis allée à la conférence de presse parce que c'était normal, c'était leur projet. Mais eux, tous ensemble, ils ont créé l'idée à Pacte. Enfin, une communauté a créé ça. Et là, je me dis, en fait, c'est génial. Et ça, pour moi, c'est le gros plus. C'est une fois que tu y es, tu discutes avec quelqu'un, cette personne va t'aider, va te permettre de rencontrer d'autres personnes qui vont t'aider. Et aujourd'hui, en fait, c'est mon gros plus, moi, de mon secteur d'activité, c'est vrai, de la startup. J'avais pour idée reçue que chaque startup est hyper concurrente, tu discutes pas avec le concurrent. Tous les fondeurs font ça. Ils discutent avec les concurrents au quotidien, ils s'entraident au quotidien de fondeur à fondeur. Et là, tu te dis, ah bon, ils font ça? Je savais pas. Et moi, ça, c'est ma grosse découverte de la startup. C'est une communauté géante que je n'avais pas avant. Donc, on reprend sur ce qu'on s'est dit, sur les idées reçues. Babyfoot, c'est fini, mais ça a été remplacé par la jolie photo avec les sweat kimonos. Ensuite, on avait quoi? Est-ce que c'est élitiste? Ça peut l'être, mais comme n'importe quelle boîte, il y a de tout. Il y a des boîtes très élitistes, des boîtes moins élitistes et très ouvertes. Le côté, il faut absolument avoir fait le bon parcours startup. Ah, il y a peut-être des founders qui aimeraient bien. Il y a des founders. Mais de toute façon, ils trouveront pas. Mais non. Parce que c'est trop nouveau. Ils essayent pendant 6 mois et puis après, ils changent. Oui, c'est exactement ça qui se passe, globalement. Tu vois l'offre en ligne. Et donc, vous l'avez compris, si vous n'avez pas le parcours 100% pure startup et que vous vous posez la question de basculer dans le milieu startup, why not? De toute façon, vous avez tout à fait vos chances. Le côté name dropping un peu snob, c'est vrai, mais il y a aussi le name dropping qui sert juste à pointer vers les bonnes ressources et donc les bonnes communautés. Moi, il y a un parti qu'on n'a pas encore abordé qui m'intéresse. C'est pour le coup, t'es pas un lapin de 6 semaines sur les RH, c'est pas ton premier job, donc tu as fait des ressources humaines dans d'autres structures. À quel point c'est différent le métier en start-up, au-delà de tout le délire, le jargon, le bidule, les spécificités un peu type les levées de fonds, à quel point c'est différent, à quel point c'est pareil, à quel point, qu'est-ce qui change quoi dans le métier, pas les conditions de travail. Ce qui est assez surprenant, c'est que moi j'ai commencé par du recrutement, je les ai trouvés très matures sur du recrutement structuré. Je suis comme ça, waouh, ils savent faire des entretiens structurés, ils ont des scorecards. Waouh, j'ai jamais vécu ça. Je les ai trouvés. En fait, c'est vrai que les founders en startup sont, heureusement pas tous, mais souvent jeunes. Donc et quand ils sont pas jeunes, ils ont heureusement beaucoup d'expérience. Mais je trouve qu'il y a un truc des founders, c'est que c'est des gens qui lisent beaucoup et qui se remettent en question régulièrement. Donc moi, j'ai découvert que sur la RH, ils étaient quand même très matures sur leur vision, leurs valeurs, leur culture d'entreprise. L'opérationnel, ils savent pas faire, oui. Choisir un COEF pour un contrat de travail et en même temps en PME, moi, mes boss, ils s'en fichaient, on laisse ça à la RH. Mais la différence, c'est que je les ai trouvés beaucoup plus impliqués sur mes sujets RH que d'autres entreprises. Ma PME précédente, pendant 1 an et demi, j'ai eu un DG qui était très impliqué sur le recrutement. C'était hallucinant pour l'ensemble de la boîte parce que c'était pas normal. Mais parce qu'on n'était pas en hypercroissance. On recrutait 40 personnes par an, c'est pas de l'hypercroissance. Pour une PME, c'est beaucoup, mais pas pour une PME de 100 personnes surtout. Mais pas pour une start-up. Mais il était très impliqué et j'avais beaucoup aimé ça, d'interagir directement avec des founders sur des sujets strat.
Et moi, j'ai eu pendant 2 ans, Vera, présidente d'entreprise, ma boss en direct, très impliquée sur tout, tous les sujets RH. Ce qui n'est pas différent, c'est le job au day-to-day. Tu fais toujours ta paye, tu fais toujours tes contrats de travail, tu fais toujours tes promesses d'embauche. Tu as toujours les mêmes problématiques, hein. La gestion des gens, les mêmes problèmes, le problème de communication éternelle dans le monde de l'entreprise, il est pareil partout. Et pourtant, je gère 28 nationalités différentes, où on me parle d'international et on m'a dit « Julie, tu vas voir, c'est interculturel, c'est génial ». En fait, je les gère comme parce que tout C'est le monde est... pareil. Et moi, c'est pareil. Et ça, le boulot ne change pas. C'est juste que, par contre, tu dois le faire plus vite et peut-être moins bien, surtout dans des périodes où ça va très vite. Donc, get things done, c'était la phrase de mon founder quand je suis arrivée, j'ai compris. J'ai délivré au début beaucoup et j'ai mis des process quand j'avais du temps. J'ai recruté trop tard et ça, c'est vrai que moi, j'avais jamais géré une équipe de 6 personnes avant Singular. Et ça, j'ai découvert ça. Mais le contenu du taf, il reste le même. Et notamment, quand je conseillais des amis qui allaient en RH, ils me disent oh, « Tu fais quelque chose de totalement différent ?» Je leur dis « Alors non, pas du tout. C'est le même boulot, c'est les mêmes outils. Des fois, il y en a des nouveaux et ça, c'est cool. J'ai plus d'argent, ça, c'est cool. La seule différence, c'est que moi, je gère des internationaux. Donc, en fait, ce que je fais, d'autres boîtes le font pas, mais comme n'importe quelle autre entreprise le ferait pas. C'est tout. Et alors, je vais pas si tu veux dire Joker, tu pourras, parce que je veux pas que tu te Non, vas-y, retrouves vas-y. embêté avec Singular ou des boîtes que tu as vues, mais tu as dit un peu le recrutement, tiens, dis donc, vachement bien, l'implication des founders, vachement bien, le sujet de culture, mission, vision, valeur, vachement bien. Et effectivement, je te rejoins, il y a quelques sujets, dont ceux que tu viens de citer, dans lesquels les startups sont plutôt en avance sur les grands groupes, pour des raisons qui se comprennent très bien par ailleurs. Le recrutement, c'est darwinien, hein. Oui. Vu que de toute façon, tu dois recruter plein de monde, t'as pas le luxe de faire les choses moyennement bien. Donc en général, l'onboarding est bon aussi. Enfin voilà, tout est assez bien foutu là-dessus. On est plutôt à la pointe de ce qui se fait. Les missions, vision, valeur, pareil. Hein, en grand groupe, tu peux te permettre de claquer un fric fou pour avoir des phrases qui servent à rien et de les mettre en fond d'écran. En startup, tu peux pas trop, parce que vu que tu vas tripler de taille, t'as intérêt à avoir une colonne vertébrale quand même. Et ça, c'est ta culture. L'implication des founders, pareil. Et alors, c'est quoi les sujets sur lesquels, on va dire, dans le match, les grands groupes ou les PME, enfin les boîtes autres que startup, gagnent dans le grand écosystème des sujets people? Parce que les startups ne sont pas en avance surtout, je pense pas. La fidélisation des collaborateurs. Ouais. Gros sujet. Moi, je m'en occupe, mais parce qu'en fait, le turnover en startup, il est plus important que dans un grand groupe ou dans une PME classique. Et donc, les gens changent plus facilement et c'est le côté startup. Tu me dis, c'est cool, j'y vais pour 2 ans et je pars au bout de 2 ans. Mais du coup, le gros sujet, c'est comment tu fais en sorte que les gens restent chez toi. Et là, c'est vrai que les grands groupes, ils ont des programmes qu'ils ont éprouvés, qu'ils ont changé, qu'ils ont fait évoluer et qui sont plus éprouvés que ceux que je mets en place. Oui. Alors, j'imagine que tu as peut-être d'autres choses, mais je vais réagir sur celui-là. Ça, c'est un sujet sur lequel, je vais le dire avec toute la tendresse que j'ai pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont en start-up, et aussi pour tout le soutien de ceux qui ne sont pas, à celles et ceux qui ne sont pas encore en start-up, tout ce qui tourne autour de la... comment on appelle, la fidélisation, les parcours de carrière, enfin en gros tout ce qui fait que quelqu'un va rester plus longtemps et s'épanouir plus dans la boîte. Les startups, on est au Moyen-Âge. Et c'est un peu, moi je vois ça le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, mais tu vois typiquement, je parlais pour c'est notre écurie ça, mais le nombre de founders ou de RH de startups qui nous disent tiens, ça serait vachement bien de former nos managers. Ah bah oui, peut-être. Mais c'est ça. En fait, t'as des entreprises où ils ont des startups qui sont sont maintenant assez grandes, mais qui ont compris dès le début qu'ils devaient faire les deux en parallèle. Trouver des bonnes personnes pour recruter et en même temps mettre en place tout de suite des programmes de fidélisation, créer des grilles de salaire, créer des parcours de carrière. Moi, on y vient. Le tableau n'est pas si noir. Hein. Non, il y en a et elles sont impressionnantes. Enfin, moi, j'étais quand même assez impressionnée, c'est que la fidélisation, c'est toujours compliqué. Pour moi, quand je parle de fidélisation, je parle de gestion des compétences. Quand je perds quelqu'un, quelles compétences je perds, quel historique je perds, et c'est ça, moi, ma problématique. Néanmoins, il y avait un truc, c'est qu'ils avaient créé une grille des salaires en 2019 à 20. Et là, je les ai regardés, genre, et qui vous a conseillé de voir cette excellente idée de créer
C'était un début, hein, c'était 3 slides sur un PowerPoint, donc c'était un début. Mais ils m'ont dit oui, c'est pour l'équité, pour éviter l'inégalité homme-femme. Ah ouais, mais au-delà de ça c'est cool. Donc j'avais une super base. Ce que je n'avais pas, c'était l'expliquer aux gens. Comment j'expliquais que certaines personnes étaient à un certain level et d'autres à d'autres levels. J'ai perdu du temps, j'ai mis 1 an à le faire. 1 an. 1 an, on sait qu'en startup, c'est hyper long. Ouais. Et j'ai mis 1 an. Je l'ai sorti trop tard. J'en ai perdu entre-temps. Et puis c'est toujours pas compris pour certains. C'est un travail de longue haleine, c'est de la communication. Ça, je sais que c'est pas. Si, ça peut être mon plus gros fail. D'un point de vue réalisation de projet, ça peut être mon plus gros fail. Mais je pense, tu vois, je te dis, plutôt de la tendresse pour cet écosystème-là. Je pense que c'est aussi une question dans le milieu startup, il y a un tel sens du focus, ce qui est important parce qu'on parle de boîte où la position par défaut, c'est mort, hein, c'est pas vivant. Oui. Le taux de crash en startup est énorme et qu'en fait, on met tellement notre énergie sur des sujets que des fois, on en oublie la suite du domino. Donc, tu vois, par exemple, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit de founders qui se sont dit attends, les clients, la renta, la croissance, et après en se disant et puis pour financer la croissance on recrutera des gens, hein. Julie, tu les recrutes, hein, c'est bon. Oh, non mais attendez les gars, c'est pas si facile que ça, enfin c'est super dur de les recruter. Ah d'accord, donc en fait le recrutement c'est un sujet aussi, et là on se construit un petit peu, on devient meilleur en recrutement et on fait maintenant qu'on a le hiring plan qui est fait, c'est bon, hein. Ouais, mais alors par contre on a du churn maintenant, on a des gens qui partent, mais pourquoi ils partent? Et là et petit à petit on avance de domino en domino vers les fonctions standards d'une entreprise en fait, où tu travailles ta rétention comme tu travailles tout le reste, quoi. Moi, ils ont été parce que Brice et Vera, donc j'ai un deuxième cofondateur, ils ont été conseillés et ils ont avec un troisième fondateur, mais qui est plus leur mentor aujourd'hui, Denis Fayolle. Oui, de la fourchette, si j'ai pas de bêtises. Oui, exactement. T'as les premières, si tu retrouves les premières photos de Singular de 2017-2018, tu vois Denis, Vera et Brice en photo sur Internet, dans des articles de presse. Denis les a bien conseillés parce qu'en effet, quand ils ont... moi, je suis arrivée, on était 30. L'historique RH était minime. Moi, ma boîte précédente, quand ma boss était arrivée, il y avait 50 boîtes derrière. Va essayer de mettre à jour tes contrats de travail et ton truc, etc. Et de remettre à jour et essayer de créer des trucs en partant de ça. En fait, des fois, le problème, c'est que la startup, ça va trop vite dans l'opérationnel. Ça recrute tout le monde. Ça fait croissance. Mais en fait, si tu recrutes une RH trop tard, l'historique qu'elle aura rattrapé va la plomber pour avancer. Et des fois, je trouve que c'est ça qu'ils font trop tard, c'est de recruter la bonne personne pour les... Parce que moi, quand je suis arrivée, je leur ai dit tout de suite, on va mettre des trucs en place, des règles simples en place qui vont perdurer. Et le jour où vous voudrez peut-être, faire une refonte d'un tel truc, j'aurais mis en place une base qui vous permettra de faire cette refonte-là. Mais parce que j'avais eu cette expérience-là de ma boss précédente, qui était une juriste, qui m'avait dit, en fait, c'est pas un sprint, c'est un marathon, donc expression très connue. Mais d'abord, tu vas commencer par ça. Tu vas commencer par du droit. Tu vas commencer par mettre en place tu vas mettre en place ta base administration du personnel avant de t'attaquer au reste. Petite parenthèse, dans le droit, les startups sont pas les premiers de la classe non plus. Hein. Moi, j'ai une avocate, c'est la vie. Alors oui, on n'est pas les... Non, mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que des fois, malheureusement, les règles de droit, et je pratique le droit social, je le pratique, hein, je ne suis pas juriste, tous les jours, tu as l'impression qu'ils te bloquent pour avancer. Et ça, je le comprends, cet avis-là des fondateurs d'entreprise. Donc, du coup, tu te remets à jour, ça prend plus de temps pour être nickel chrome. Et ça, je l'entends. Parce qu'en effet, quand on me dit, ouais, mais tu vois, dans telle entreprise, ça se passe. Oui, mais telle entreprise a 10 ans d'ancienneté. Donc, en fait, fait 10 ans ils ont peut-être eu le temps de se mettre à jour. Parce que moi, j'ai connu des PME qui n'étaient pas à jour, des sociétés de services qui n'étaient pas à jour non plus. Donc, il n'y a pas que la start-up qui, des fois, n'est pas à jour d'un point de vue légal. Et donc effectivement, enfin, je vais pas trop rentrer dans les détails. Enfin, on a des épisodes dans les cartons qui vont arriver là-dessus, mais mark my words. Après, c'est facile. Yaniro, c'est une boîte qui est spécifiquement là-dessus, donc c'est dire si on y croit. Je pense que le sujet de la fidélisation et de la rétention, c'est le prochain gros truc qui va arriver en startup, parce que ne serait-ce que parce que là, on rentre dans une phase qui est peut-être un petit peu plus mesurée en termes de croissance et où les fonds d'investissement vont chercher plus des dromadaires que des licornes, hein, donc des boîtes qui survivent au désert plutôt que
Oui. des animaux mythiques. Et ça, il n'y a pas de mystère. À un moment donné, ça se travaille au niveau de la perf et au niveau de la rétention. C'est-à-dire, tu peux pas remplir un seau qui fuit, donc ne pas t'intéresser à ton turnover, et tu peux pas ne pas faire l'effort de faire en sorte que chaque personne dans la boîte soit au max de ses capacités. Donc ça, c'est un shift aussi, mais moi, je suis hyper confiant. Je pense que c'est ça Oui. qui va se passer. Je sais pas ce que Oui, tu en oui, oui. penses, même. Mais je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que c'est bien beau de recruter, mais c'est toujours pour faire que des remplacements. Ouais. Tu fais pas de croissance, alors oui, on aura toujours du turnover. Le plus important, c'est ça soit désiré et pas non désiré et qu'on perde des super talents. On sait qu'il y a quand même une guerre des talents et tu as des métiers qui sont plus pris que d'autres et qui sont plus cherchés que d'autres, etc. C'est comment tu fais en sorte qu'ils se retrouvent toujours chez toi après une entreprise qui change autant, parce que je l'entends aussi que tu puisses joindre une boîte de 10 personnes et que tu n'aies pas envie d'être dans une boîte de 100 personnes. Ça, moi, je comprends le fait de pas vouloir rester dans ça parce que c'est plus ta boîte, parce qu'elle a changé, parce que oui, les startups changent. L'entreprise du début ne sera pas celle de 3 ans après. Et comment tu fais pour faire en sorte que les gens aient envie de rester et découvrir le prochain challenge? Ça, c'est une grosse question. Et formation de management, c'est la base. Yes, tu prêches un convaincu, évidemment. Donc, vous avez compris, si on reprend, c'est quoi la différence de la fonction RH en startup ou dans d'autres types de boîtes? Eh ben, il n'y en a pas, c'est le même métier. Il y a juste 2-3 trucs sur les... Ça va plus vite, quand même, Ça va plus vite. probablement. Faut accepter de faire plus vite et peut-être des fois moins Ah, nickel. perfectionniste. C'est comme ça, c'est un peu culturel et c'est plutôt vrai dans la plupart des startups qui vont vite. Sinon, du reste, vous pouvez vous attendre à ce que, dans la grande moyenne, les startups soient plutôt en avance par rapport à d'autres sur les sujets de culture, de recrutement, et un petit peu en retard sur les sujets de fidélisation, juridico-légaux et d'autres de ce genre-là. Enfin, il y a vraiment la balance entre les deux. Oui, la balance. Et, C'est pour ça qu'il faut alors moi, discuter de changer. on a fait un bon tour, Julie, et pour atterrir sur cet épisode, moi j'aimerais bien te proposer de te prononcer sur 2 choses. Dis-moi. Qu'est-ce que tu dirais, mot de la fin vraiment ouvert, à des personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas en start-up, donc des profils plutôt RH, et qui auraient envie de passer le pas, mais qui savent pas trop, enfin tu as été dans cette position, donc qu'est-ce que tu as envie de leur dire, tout simplement? Et juste après, qu'est-ce que tu as envie de dire plutôt aux profils qui ont l'habitude RH, du milieu startup, donc soit des gens qui ont fait surtout de la startup, soit des founders, pour les ouvrir sur ce qui se passe en dehors de ce petit monde-là? Ok. En fait, de ne pas désespérer. Là, c'est les premiers, là. Les premiers, c'est quand tu postules et que tu reçois des noms et des noms et des noms, ou des entretiens où on te dit tu n'as pas le mindset startup. C'est mot contre triple, ça, t'as pas le mindset. Voilà. Continuez. Désespérez pas. Parce que en fait, c'est juste que c'était pas la bonne entreprise pour vous, point barre. Et puis voilà. Parce qu'en fait, c'est dans les deux sens. Vous postulez à une entreprise, vous postulez à un poste, peut-être que c'est pas la bonne entreprise, peut-être que c'est pas le bon poste, mais ça sera le bon poste dans une autre entreprise qui sera tout aussi bien. Et si moi, alors ok, moi c'est pas totalement juste, hein. Moi j'ai eu un ami, et heureusement, mais j'ai recruté toute une équipe qui n'avait pas fait de start-up avant et elles y sont. Et parce que voilà, il suffit d'une personne qui emmène d'autres personnes. Donc faut pas désespérer. Et je pense qu'aujourd'hui, en effet, on est beaucoup plus ouvert qu'avant sur des profils autres que start-up. Ça, c'est pour la première réponse. Je peux donner un petit conseil aussi? Vas-y, dis-moi. Tu me diras si tu le valides ou pas, hein. Je pense que ce que vous pouvez faire de mieux, si vous avez vraiment envie d'essayer de rentrer dans ce monde-là, c'est d'explorer ce monde. C'est un monde touffu. C'est un mode avec beaucoup de code. Vous n'êtes pas obligé de savoir faire tout. Vous n'êtes pas obligé de connaître tout. Ça sera jamais possible. Je connais pas tout. Julie, je pense que tu connais pas tout non plus. Et c'est pas possible. Mais par contre, je pense que vous envoyez un super message de motivation si vous montrez que vous faites l'effort de vous intéresser à ce monde-là et que vous creusez. Alors ça peut être juste essayer de lire Madines ou Welcome to the Jungle. Enfin, en gros, essayer de rentrer par une porte. Et deux, je pense que moi, il y a un truc qui est un peu, alors anglicisme, un deal breaker, mais quelque chose qui refroidit les recruteurs quand ils recrutent des profils RH en startup ou des founders. Je pense que c'est ok de pas connaître tous les codes. C'est beaucoup moins ok d'avoir une image qui est totalement faussée de ce que c'est le milieu startup. Donc si vous arrivez en vous disant non mais c'est vrai que moi j'en ai marre du côté hyper pression des grands groupes et là en startup je vais avoir une ambiance un peu plus à la cool. Là évidemment le founder il va vous regarder en roulant des gros yeux en disant je sais pas si tu comprends bien dans quoi tu te lances, quoi. Oui, c'est ça. Oui, parce que la pression est la même. Hein. Ouais, elle est différente, mais elle est forte quand même, quoi. Oui, elle est forte quand même. Non, la pression est toujours là. Non, par contre. Non, mais c'est autre chose. Mais en gros, faut montrer que vous pouvez pas montrer que vous n'avez pas compris dans quoi vous vous lancez. C'est comme n'importe quel recrutement, hein, pour le coup. Oui, et puis il faut. Oui, par contre, on fait des sacrifices, c'est-à-dire que
Faut pas s'attendre à avoir la même, si vous êtes d'un grand groupe, à avoir les mêmes avantages en start-up si vous postulez dans une boîte de 35 personnes. Ah Par oui, ça contre, aussi. ça aussi, bah oui, mais c'est du vécu il y a encore peu. Oui, vous allez faire sûrement des sacrifices au début. Mais si ça vous éclate et que vous trouvez un job qui a plus de sens et une entreprise qui a plus de sens dans laquelle vous vous sentez bien, et que c'est ça que vous cherchez surtout, en fait, c'est fait pour vous. Par contre, c'est sûr que si vous n'êtes pas faire des sacrifices, Règle de base, sacrifice à garder en tête, plus la boîte est petite, plus c'est difficile d'être très bien payé et plus vous allez bosser. Probablement. Oui. Donc, parce que j'ai des gens qui, effectivement, où il y a des discussions qui tournent court assez vite en disant ouais, j'en ai marre de tel grand groupe, tel ESN, tel cabinet de conseil, machin, enfin des amis à moi qui me disent ouais, je vais rentrer en start-up, ça va être mieux, on va m'écouter, je vais avoir plus de place et tout. Bon, allez, j'y vais, je demande 140K et tout. Je fais oula, bah bon courage. Ou non, mais moi, je veux partir, je m'ennuie dans mon grand groupe, mais j'ai 9 semaines de congés payés par an avec les RTT. Exactement. Là, je me dis, t'oublies parce que c'est Syntec. Et là, ah bah non, bah oui, mais Bah voilà, ouais, j'aimerais bien le beurre et l'argent du beurre, oui, je comprends bien. Ouais. c'est. Mais ça, c'est le côté PME startup. Hein. PME aussi, tu as moins d'avantages que d'un grand Oui, groupe. pareil. Je pense que PME, c'est plus facile d'ailleurs de switcher en startup, mais Et donc, qu'est-ce que tu dis à nos deuxièmes amis, aux celles et founders, ceux qui connaissent surtout le milieu startup? Alors, c'est surtout les founders, parce que les RH qui connaissent que les startups, on a dit, on n'a pas tant que ça. non. Mais à qui tu as envie d'ouvrir un peu les œillères pour leur montrer ce qu'il y a en dehors du milieu startup? Moi, je travaille avec des gens qui n'ont jamais fait de startup aujourd'hui et qui sont avec moi. J'en ai une qui a bossé dans un grand groupe de consulting aussi, dans commercial plutôt. Une autre manager qui a bossé dans une grosse industrie. Ma VP People n'avait pas fait de startup comme là. Et en fait, on les a embauchés et elles nous apportent énormément aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut continuer à s'ouvrir l'esprit et pas se dire je cherche telle personne qui vient de telle société, sauf si c'est un prérequis vraiment d'expérience professionnelle. Mais si sur le métier doit être le même dans n'importe quelle entreprise, on va arrêter de se dire qu'il faut aller chercher chez le concurrent ou le même secteur d'activité, genre e-commerce. E-commerce sur du marketing et du gros, ça je l'entends parce que tu as une expertise technique derrière. Mais s'il n'y a pas d'expertise technique, ouvrez-vous les chakras. Hein. Faites des entretiens, discutez avec les gens. Vous verrez, c'est cool. Ouais, je te donne une pratique qui est sous-utilisée, moi, que je trouve super. Pour les profils, par définition, si vous recrutez votre premier RH, c'est un peu nouveau. Et alors qu'il y a des profils où vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez dit voilà, growth, e-commerce, machin. Donc là, on attaque l'hyper vertical. Les profils où vous savez pas ce que vous voulez, où c'est pas clair, où c'est nouveau, considérez que les premiers entretiens, ça va vous servir à essayer d'y voir plus clair sur le poste. Oui. Passez 10 entretiens, soyez respectueux avec les gens que vous rencontrez, envisagez-les pour le poste évidemment, et considérez que ces 10 entretiens, ils vous servent à mieux comprendre c'est quoi le poste. C'est presque des enquêtes utilisateurs si vous le voulez. Oui. Oui, pour Ouvrez-vous les les chakras. candidats. Ouais, et puis pour les candidats, dites-vous que vous n'allez pas forcément à chaque fois être en concurrence avec 10 candidats. Hein. Exactement, tout à fait. Ça dépendra du fit, ça dépendra de waouh, c'est cette personne-là, je ne l'avais pas envisagée, c'est elle. Ça dépendra aussi de la maturité du founder à se dire c'est ça exactement que je veux, ou je sais, ou je sais pas. Bon, Comme et tout, ça c'est les mots de la fin pour les deux typologies de personnes qui peuvent nous écouter. Je te propose qu'on passe aux questions de fin d'interview. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve? On veut continuer à discuter avec toi. On te contacte comment? Alors moi, c'est surtout sur LinkedIn, parce que j'ai un compte Twitter, mais c'est plus perso. Donc vraiment plus sur LinkedIn. Eh ben LinkedIn, ça sera très bien. On mettra ton LinkedIn dans les notes d'épisode. Ensuite, est-ce qu'il y a des livres, blogs, podcasts que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices? Alors, je suis pas très podcast. Moi, quand je écoute des podcasts, contrairement à ma boss qui adore m'en envoyer, moi, quand j'écoute des podcasts, c'est pour me décompresser. Donc, j'écoute des podcasts de Christophe Ondelat, par exemple, pour être totalement transparente. Surtout en voiture, quand je pars en week-end. Moi, je suis des gens sur LinkedIn. Ouais. Et je lis ce qu'ils écrivent. Ah, alors c'est qui tes chouchous et tes chouchoutes? Bon, et on va se rééditer. Jessica, j'aime beaucoup. Ouais, bah oui. Antoine de France Digital. Léo. Léo Bernard? Oui, j'aime Toujours beaucoup Léo. très très bien, Léo. Judith Dobibi, mes fondeurs. Et puis après, Virgile. Ah bah oui, j'adore Virgile. Principalement ceux-là.
Ok, bah très, très bien. On note les profils de tout le monde et vous pourrez les suivre pour commencer à vous faire un peu votre petite tribu sur LinkedIn si vous le souhaitez. Ensuite, côté outils, c'est quoi des outils préférés que tu utilises côté RH? Où est-ce que tu es par rapport à ça? Alors, moi, j'adore tester un outil, mais je l'abandonne après 15 jours parce que je n'ai pas le temps de le mettre en place. Non, vraiment, je suis horrible là-dessus. Je dis toujours à mon équipe, viens, venez, on va tester ça, on va tester ça. Et puis après 15 jours, en fait, je suis déjà partie. Donc, tu as un cimetière d'outils quelque J'ai un part. cimetière d'outils, je reçois des mails. Vous n'êtes pas venu depuis 1 an sur la plateforme. Faudrait que je supprime mon Les compte. gens qui essayent de Euh, t'activer. Alors, regarde telle fonctionnalité. Oui, non, mais c'est pas le sujet. donc, je suis un enfer. Le seul outil que j'ai mis en place chez Singular depuis 9 ans, c'est un ATS. Donc, vraiment, je suis nulle en outils. Mais T'en es parce que, contente de ton ATS? oui, C'est qui? C'est quoi? je n'utilise plus maintenant, mais oui, Lever. Lever. Ok, bon, on note celui-là déjà. Grand classique. Mais Ouais. vu que, en fait, à un moment donné, je faisais l'administration du personnel, je faisais la paye avec Payfit, j'avais Alan machin, j'avais Swile, et donc j'avais déjà moi pas mal d'outils d'un point de vue RH pour gérer les gens. Et du coup, on est très Google chez nous, et donc j'ai toujours été très Google Drive et Google Sheet et Google Doc et PowerPoint, Google. Donc j'ai noté des outils que je voudrais tester, mais Ouais. bien sûr je l'ai pas fait. Le prochain outil où je dois être formé, et je pense que je suis la plus retardataire de toutes dans l'environnement, c'est Notion. Je fais un training la semaine prochaine avec un de mes head of product parce que je suis nulle, parce que je sais lire, je sais ouvrir et je sais pas créer. Donc voilà. Donc ça c'est ce matin c'était le truc de l'équipe. Ouais, on va se former sur Notion. On va voir combien de temps ça va durer. On m'avait parlé d'outils aussi. On m'avait parlé de Monday en gestion de projet. J'ai toujours pas testé, mais on m'a dit que ça me changerait la vie. Donc le jour où j'aurai le temps, je testerai Monday. Voilà, j'en suis là. Alors voilà pour la collection et les noms. Et alors moi, ce que je note en filigrane, parce que ouais, alors ça c'est un biais startup, on a la culture des outils, on aime bien les trucs, et moi je suis une caricature terrible là-dessus. J'ai plein d'outils. Des fois j'ai l'impression d'être un humain augmenté déjà quand je vois tous les trucs qui tournent autour de moi, les raccourcis clavier, les machins, les bidules. Mais ce que j'entends, et on va le prendre dans l'autre sens, c'est que passer de quelques dizaines de personnes à plusieurs centaines de personnes avec la stack d'outils minimale. Donc avec, typiquement, tu parlais de Payfit, de Alan, Swile et Google Sheet. Et c'est tout à fait possible. Faut arrêter de vous réfugier. On faut pas se réfugier vers les outils en disant je peux pas sans ça, quoi. Les outils aident les personnes qui savent déjà ce qu'ils font, je pense. Oui, moi je pense qu'il y a des faits, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, d'un certain stade, tu changes d'outil parce que tu as plus de personnes et que l'outil ne répond plus à ton besoin en termes de moyens ou en termes de scale. Donc, je sais que 2023, j'aurai un SCRH, un truc de dingue. J'aurai d'autres, je changerai. Mais pour moi, l'outil n'est qu'un moyen. Le plus important pour moi au quotidien, c'est oui, j'utilise Slack, mais comme tout le monde, oui, ma boîte mail est ma principale source de voilà, je mets tout dans mon agenda, je gère tout avec mon agenda. Je suis très classico-classique là-dessus. J'ai jamais été un révolutionnaire des outils. J'adore tester, mais voilà, c'est tout. Yes. Et enfin, tu connais notre tradition, on l'adore. Si tu es à ma place, t'invites qui? C'est qui le ou la RH de startup qui t'impressionne le plus, que tu as envie d'inviter, à qui tu as envie de passer le micro? J'invite Élise de Worklife, donc Élise Cointet. Pourquoi? Parce que je l'ai rencontrée à un petit déj d'ailleurs dans ses locaux, grâce à France Digital. On a bien discuté, j'ai beaucoup aimé. On devait se faire un déj. Bon, on n'a jamais trouvé le temps, Élise et moi, on n'avait pas les agendas qui étaient compatibles. Mais néanmoins, pour la voir discuter, émettre des idées de communauté qu'elle veut créer sur les communautés RH, je me dis toujours qu'elle regorge d'idées et que c'est hyper intéressant de voir ce qu'elle fait et de comment elle le fait chez Worklife. Eh ben écoute Élise, de deux choses l'une, au moment de citer un peu la personne que Julie a envie d'entendre dans le podcast, c'est ton nom qui sort, déjà, c'est la première chose. Et deux, si tu as envie, si tu as le temps, Julie déposera le casque et le micro en partant pour que tu puisses le prendre. Tu es la bienvenue.
Bon, bah écoute, Julie, en tous les cas, c'était chouette. Moi, j'ai bien aimé ce format. Vous C'était nous sympa. direz, n'hésitez pas à nous faire des retours parce que on essaye des formats un petit peu différents qui sont peut-être plus sur des grandes questions. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à faire des tests de formats différents et je trouve ça très très chouette. Mais donc, n'hésitez pas à nous faire des petits messages sur LinkedIn, voir ce que vous en avez pensé. Et bah moi, il me reste quoi plus qu'à te dire à la prochaine et puis à souhaiter le meilleur pour la fin de l'année et l'année prochaine pour Singular et toi-même. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Mais c'était un plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le